Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Les Grains de Sable, le podcast qui égrène le Sandman de Neil Gaiman. Je suis Jean Voca, je relis l'œuvre pour l'occasion et je suis accompagné de Zéphiriel qui lui la découvre et ensemble on va retraverser tous les numéros du Sandman de Neil Gaiman. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra, mais déjà ça nous procure beaucoup de plaisir, on espère qu'à vous aussi. Alors aujourd'hui, nous voilà rendus aux épisodes numéro 15 et numéro 16, publiés respectivement en avril 90 et mai 90, scénarisés bien sûr par Neil Gaiman, dessinés par Mike Dringenberg, Malcolm Jones 3 avec Zilonol à la couleur. Ces deux épisodes qui s'appellent le premier, le numéro 15, Dans la nuit, et le second, Cœur perdu, sont les deux derniers chapitres d'un grand arc qui est donc la maison de poupée. Voilà, un grand arc qu'on traite depuis un petit moment maintenant. Hein. Ouais, qui est un peu long, et qui même là en termes de finale conclusion est un peu longue aussi, je trouve. Oui, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'enjeux qui ont été posés et finalement au long de l'arc, on a l'impression parfois que Neil Gaiman prend des détours et que tout d'un coup dans les deux derniers numéros il faut tout résoudre, tout traiter et il se passe beaucoup de choses. On va regarder ça ensemble et en discuter. Donc au début du numéro 15, dans la nuit, Rose est de retour chez elle. Jed, son frère qui a été retrouvé dans l'épisode précédent dans la voiture du serial killer, le Corinthien qui était donc un songe échappé du royaume des songes, à la fameuse convention des serial killers dans l'épisode précédent. Donc Jed est à l'hôpital, toujours inconscient, et dans cette première scène, après un petit échange entre voisins, chacun va se coucher et chacun rêve. Et on va avoir toute une séquence occupée par les rêves des différents habitants de la maison qu'on avait découvert au début de l'arc quand Rose avait emménagé. Et donc bon, qu'est-ce qu'on a comme rêve ? On a les rêves de Ken, des rêves très très noirs. On rappelle que Ken et Barbie, ils ont l'air d'être le couple idéal. Hein, ouais, bien sûr. Hein. Ils s'appellent Ken et Barbie, ils s'en amusent eux-mêmes. On découvre que Ken a des rêves très noirs qui semblent tourner autour de l'argent, clairement. Hein. Ouais, pas que, ça va changer après, mais effectivement, il y a un côté très capitaliste. J'ai l'impression qu'il vit pas assez bien. En fait, c'est bizarrement dit, même le rêve en lui-même est très bien fait parce que tu as vraiment cette impression de tous les chiffres et toutes les lettres qui sont toujours dans une police différente, dans une taille différente, donc c'est assez intéressant. Mais en fait, il l'a appelé Money Boy comme s'il y avait un truc chez lui qui déconnait avec l'argent, en fait, et c'est un peu chelou comme truc. Mais c'est effectivement loin de ce qui représente quand tu le vois ou le peu qu'on l'entend parler. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une double page avec à côté, à gauche, t'as Ken donc qui dort. T'as une case au milieu qui est sur la double page où il y a Ken de côté gauche avec son rêve et Barbie du côté droit avec son rêve à elle. C'est assez intéressant comme construction. Et effectivement, donc le lit, la case centrale, c'est le lit où il y a Ken et Barbie l'un à côté de l'autre. Et donc oui, le contraste est très fort puisque du côté de Ken tout est noir, du côté de Barbie c'est blanc, et elle fait un rêve. Alors pour le coup, on est dans un rêve de conte de fées. Ouais. Elle se présente sous la forme d'une princesse de conte de fées avec une quête typique de conte de fées. Elle est accompagnée d'un espèce de chien énorme, chien ours magique qui s'appelle Martin d'Iso en français. Ouais. Il parle d'un objet bizarre qui est le porpentin et le hiérogramme et le coucou qui se présenterait comme l'ennemi. Enfin, on a toute une quête, tout un monde en quelques mots, avec des phrases comme « Si le coucou détruit le porpentin, alors le hiérogramme sera à jamais perdu pour le monde ». On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que ça raconte, mais ça évoque un univers de contes de fées magique. En quelques phrases, on voit bien le type de rêve qu'elle est en train de faire. Ouais, complètement. J'aime bien aussi sur l'effet de la double page, tu as le bas de la page qui est noir du côté Ken, qui va venir bouffer un tout petit peu la page de Barbie, qui va se transformer en fait en plaine verte. Et comme on a un effet, comme c'est vert sur fond noir pour Ken, en fait, ça donne un peu cet effet de commencer à mélanger un peu tous les rêves. J'aime bien. C'est vrai, ouais, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Bien vu.
Et donc on continue la tournée des rêves. Pour la double page suivante, on va avoir les deux sœurs, Chantal et... Enfin, sœurs, on n'a jamais su si elles étaient sœurs. J'ai pas l'impression que ce soit des sœurs. On ne sait pas si elles sont sœurs, amantes, amies. Je pense qu'il y a un peu des amantes amies, parce que la façon dont elles ont... Enfin là, justement, dans les rêves, t'as un peu cette impression de... Elles sont pas si proches que ça à la base, en fait. Ouais, c'est un peu chelou. C'est très étrange. Donc cette double page, elle est occupée par le rêve de Chantal et le rêve de Zelda. Cette fois-ci, c'est découpé en vertical, c'est-à-dire que Chantal occupe la double page sur le haut, plutôt dans les tons blancs, et Zelda la partie basse, plutôt en noir. Chantal, elle fait donc un rêve lumineux sur fond blanc. Elle rêve, c'est très très beau, c'est très littéraire. Chantal a une liaison avec une phrase. J'ai dû relire le passage qui est pareil, hein, qui est écrit un peu chelou avec des polices un peu différentes, 2 ou 3 fois pour dire on parle bien d'une relation avec une phrase. Oui. J'étais vraiment un peu... Et effectivement, derrière, elle embrasse son livre, elle a un aspect de... c'est vraiment... c'est littéraire à souhait, c'est incroyable. Et puis oui, il y a cette idée que ça finit pas tout à fait bien, puisque soudain, elle ne sait plus la lire et elle pleure. Ouais. Elle fond en larmes. Ce qui en soi est pas déconnant, parce que quand tu rêves, c'est pas la même partie du cerveau qui est active que lorsque tu lis. Et du coup, en vrai, dans tes rêves, tu ne peux pas lire. Tu peux pas lire, ouais. Tu n'as pas de fonction cognitive là-dessus, donc c'est pas déconnant en soi. Oui, en fait. C'est marrant. Que si elle se rêve en train de lire, en fait, elle se retrouve face à une impossibilité. Ouais. On peut pas lire dans un rêve. Et c'est trop drôle. Et en dessous, donc, on a le rêve beaucoup plus noir de Zelda. Elle rêve de cimetière et d'araignées. Pareil, c'est difficile à lire. Il n'y a aucun espace entre les mots. Ouais, putain, Il y a des majuscules, des minuscules qui sont... Enfin, ça a l'air d'être un peu... Pas distribué au hasard, mais presque. Enfin, c'est très difficile à lire. On sent qu'il y a une recherche d'identité. Elle se demande qui elle est, ce qu'elle est. On a le visage d'une araignée qui surgit soudain. Qui est sous une robe de mariée, j'ai l'impression, ou sous une statue. J'ai pas l'impression. J'arrive pas à comprendre. Qui est la tenue qu'on lui voit dans la... Oui, c'est vrai. Dans la réalité, quoi. Et donc, toujours voilée. Et là, quand elle enlève son voile dessous, c'est une araignée. C'est assez effrayant. Et est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est Zelda ? Parce que j'ai l'impression que du coup, elle est en petite fille et que elle rêve comme s'il y avait quelqu'un qui était là. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. C'est vraiment pas clair. On sent que ça touche à des trucs inconscients compliqués. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le rêve de Chantal qui est blanc et lumineux au sommet de page et qui commence de manière plus positive, oui, plus il y a une poétique, inversion, finit par Chantal déprimée, fond en larmes, et à l'inverse, le rêve de Zelda qui est extrêmement noir, extrêmement dérangeant, finit par elle rit. Donc il y a un système comme ça d'inversion. Ça fait un peu yin et yang en fait, hein, même sur la page, le noir, le blanc en haut, le noir en bas, le noir qui finit avec du positif et le blanc qui finit un peu de négatif. Je trouve qu'il y a un équilibre assez fort. Tout à fait. Ensuite, à la page suivante, on a le rêve de Hal, le propriétaire de la maison, enfin le loueur, le bailleur. Lui, il rêve de Judy Garland, de Marilyn Monroe, qui sont venus lui révéler le grand secret. On rappelle qu'il est transformiste, qu'il aime le monde de la comédie musicale, qu'il a un numéro lui-même de transformiste, etc. Et c'est assez beau aussi, cette idée de ces grandes icônes qui viennent lui révéler le grand secret qu'on n'aura pas. Non, bien sûr que non. Évidemment. Le grand secret qui est, je cite, perdu, un rêve, un beau rêve. Et on le trouve pas. Et pareil, il y a cette idée il y a cette idée de quête d'identité dans les 3 dernières cases où on voit Judy Garland qui enlève son visage comme un masque et dessous il y a une sorcière et elle enlève encore, il y a un autre visage en dessous. Ouais, il y a un côté un peu, je vais dire bizarre, évidemment, mais même presque terrifiant, parce que sur la dernière case, il dit tu vas devoir m'aider avec tes propres mains parce que j'ai plus assez de mains en fait pour enlever mes visages. Et je trouve qu'il y a un aspect assez violent sur ça. Déjà quand elle enlève son visage, il y a un aspect assez violent, je trouve. Et là, ça devient, je trouve, je sais pas, il y a un truc vraiment bizarre. Et donc juste pour revenir sur cette séquence de rêves des différents habitants de la maison. Je trouve qu'on reconnaît, comme toujours, hein, le talent de Gaiman pour créer des impressions très fortes et même des histoires en quelques mots, quoi. Ouais, bien sûr. Je veux dire,
l'espèce de conte de fées de Barbie, il prend une demi-page et il existe et il peut déjà enflammer l'imagination. Et il est profond. L'histoire de la phrase de Chantal, amoureuse de la phrase, ça prend quelques lignes et ça raconte quelque chose de très fort. Et puis il faut parler aussi du dessin du coup de Mike Deggenberg qui change de style pour chaque rêve, et c'est quand même un sacré boulot, quoi. Et là où c'est le plus frappant, c'est vraiment dans le rêve de Ken et Barbie, où il y a en vis-à-vis deux styles qui ont vraiment rien à voir. Ouais, complètement. Du côté de Ken, non seulement c'est noir, mais il y a un côté enfin, ça ferait, j'ai envie de dire, bande dessinée underground. Ouais, il y a un petit côté un peu journal capitaliste, un peu le New York Times déchiré, il y a un truc un peu chelou là-dessus, quoi. Voilà, et en face, on a le conte de fées dessiné de manière beaucoup plus classique, presque pas comme un livre pour enfants, mais en tout cas, d'être dans un style graphique complètement différent. Donc voilà, et ce qui est fort, c'est que, alors je sais pas si on reverra tous ces personnages plus tard, ou si l'arc les termine et du coup on les verra plus, mais encore une fois, il prend le temps d'aller creuser leur personnalité, leur donner une vie, leur donner quelque chose de profond sur ça. Et vraiment, comme tu le dis, avec quelques cases et quelques lignes, on a des personnalités réelles, quoi. Vraiment, c'est pas juste des PNJ qui sont là pour servir Rose, quoi. Non, c'est ça qui c'est incroyable. Je l'ai déjà dit 1000 fois et je pense que je redirai 1000 fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il crée des personnages et des histoires en quelques lignes et c'est assez incroyable. Bon, donc tout le monde dort, tout le monde rêve, pas tout à fait, hein, puisque Rose, elle, ne parvient pas du tout à s'endormir. Elle s'inquiète pour Jed, elle s'inquiète pour sa grand-mère, Unity, en Angleterre, qu'on nous avait donc présenté au début de l'arc et même au tout début de la série. Unity qui était donc une femme qui, pendant la captivité de Morphée, était restée endormie pendant une 50aine d'années et qui s'était réveillée enceinte et qui est donc la grand-mère de Rose. Et Unity, en Angleterre, a fait une attaque. Donc Rose y pense et elle est inquiète. Et puis elle s'inquiète aussi pour Gilbert, qu'elle n'a pas revu depuis leur retour en Floride. L'étrange voisin Gilbert qui l'avait aidé, qui était allé avec elle tenter de retrouver Jed. Et comme toujours, hein, quand on parle du loup, on nous amène, on découvre donc que Gilbert, il est là et il est au chevet de Jed. Il arrive à l'hôpital et il se rend au chevet de Jed. Et là, on rentre dans le songe. Oui. Et c'est le moment où on va nous poser de manière claire les enjeux de la fin de cette dernière partie. Donc, dans le songe, Morphée observe le vortex qui est aussi Rose. Oui, qui grandit. Qui grandit. Il doit s'en occuper, dit-il, comme il s'est occupé des autres vortex dans le passé, même s'il y a dans celui-ci quelque chose qu'il ne comprend pas. Quelque chose de différent. Et Morphée envoie Matthew, son corbeau, chercher quelqu'un à l'hôpital. Ouais. Donc bon, voilà, le vortex, on nous en parle depuis le début de l'arc, du fait que Rose est un vortex. On ne sait toujours pas exactement ce que ça veut dire à ce stade. Ouais, même à la fin, c'est pas très clair. Il y a des trucs, tu dis, wow, je comprends. C'est vraiment métaphysique, mon gars. C'est clair. Et il est... J'ai envie de dire, il est temps que ça revienne. Clairement, oui. Qu'on comprenne. On a fait un peu des détours par le fameux épisode de l'homme de bonne rencontre. Et puis finalement, l'histoire des serial killers, c'était une petite parenthèse. Une parenthèse en soi. Donc, on revient, on nous dit que Rose est un vortex, que c'est un problème, qu'il va falloir le traiter. En fait, ce que je trouve gênant dans la façon de construire cette narration, c'est que autant dans une narration classique, on nous dit une bombe atomique est au milieu de la ville, ça peut exploser. Tu comprends les enjeux. Tu comprends tout de suite c'est dangereux parce que, une bombe atomique, c'est dangereux, ça explose, ça tue des gens. Là, le vortex, on nous en parle depuis quelques épisodes. Et en vrai, tu comprends que l'idée d'un vortex, c'est une tornade, quelque chose qui peut détruire, Mais en fait, l'enjeu, pour moi, il est vraiment pas limpide du tout. Et du coup, je suis en train de me dire, ok, ça va détruire, mais quoi ? Quelles sont les conséquences ? En fait, j'arrive pas à imaginer les conséquences. Et même à la fin, ok, il l'explique et je me dis, c'est comme, je sais pas, il y a un truc comme c'est pas du tout le monde réel entre guillemets, parce que c'est le monde des rêves. Il y a un effet je vois pas vraiment les conséquences sur nous. Et c'est un peu chelou du fait qu'il l'explique pas, alors que là, on est au climax du truc. J'arrive pas à me sentir fortement impliqué ok, c'est dangereux.
Et du coup, ça expliquera un peu pourquoi je suis un peu déçu sur la fin du truc. Enfin, j'y reviendrai plus tard. On y reviendra. Donc après cette petite charnière qui nous remet l'enjeu du vortex en avant, on retourne aux habitants et à leur rêve. Le rêve noir de Ken qui a l'air encore plus glauque qu'avant. Cette fois-ci, il est moins axé sur l'argent que sur quelque chose de l'ordre de... Ouais, du sexe, mais en mode pas cool. Ouais, il y a un côté très peut-être prostitué ou un truc comme ça, je sais pas, c'est chelou, je trouve. C'est très chelou. On retrouve le rêve de Barbie, le rêve du conte de fées où Martin Dizot est inquiet parce qu'il se passe quelque chose. On enchaîne sur le rêve de Chantal que je trouve assez génial, qui est prise dans une boucle décroissante d'histoire. Ça veut rien dire, c'est tellement beau. Ouais, mais en fait, oui, mais on le comprend en fait. C'est le principe. On va le lire. C'était donc la boucle d'histoire. C'était par une noire nuit d'orage et le capitaine dit au second, dis-moi une histoire. Et voici l'histoire qu'il raconta. C'était par une nuit noire d'orage et le capitaine dit au second, dis-moi une histoire. Et voici l'histoire qu'il raconta. Etc. Et donc c'est la boucle infinie qui est illustrée d'ailleurs par l'image d'un matelot qui semble se reproduire à l'infini et jusqu'à disparaître. Comme un jeu de cartes qui est étalé sur une table en fait. Et du coup, tu as toujours la même carte qui est étalée en fait. Voilà, et moi ça me fait penser, même si l'image du jeu, en fait tu as raison, c'est plus un jeu de cartes, mais moi l'effet m'a plus rappelé quand on a deux miroirs l'un en face de l'autre. Oui, complètement. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Et puis dans le rêve de Zelda, Zelda raconte une histoire à Chantal. Je vais juste lire le début qui est donc en septembre de l'an 1911, une chaise de poste s'arrêta devant la porte du manoir d'Aswarby, au cœur du Lincolnshire. Le garçonnet qui en sauta dès l'arrêt regarda autour de lui avec la plus vive curiosité durant le court laps de temps entre le son de la cloche et l'ouverture de la porte. Alors j'ai failli passer à côté, mais non, j'ai cherché. Je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc. Et évidemment, il y a un truc. Alors en fait, il s'agit d'une histoire, d'une nouvelle d'un auteur qui s'appelle Montague Rod James, qui est né en 1862, et qui est décédé en 1936. C'était un auteur essentiellement de récits fantastiques, essentiellement des histoires de fantômes. On ne le connaît pas forcément du grand public, mais c'est quelqu'un que, par exemple, Lovecraft citait comme un grand maître du genre. Wow. Et pour l'anecdote, pour continuer dans l'anecdote, on n'en finit pas des trucs, c'est que la nouvelle en question, le conte en question s'appelle Cœur perdu. Oh. Cœur perdu, qui est donc le titre de l'épisode suivant. Donc, attends, parce qu'il y a un titre de Stephen King qui s'appelle Cœur perdu en Atlantide. Je dois regarder s'il y a une... Et dans l'histoire que du coup j'ai parcourue, il y a l'histoire d'un homme qui absorbe le cœur, qui cherche à absorber le cœur de 3 victimes pour atteindre un état supérieur. Wow. Voilà, sachant que dans la dernière partie auquel on viendra, non seulement l'épisode s'appelle Cœur perdu, mais il y a bien bien sûr, une sorte de cœur en plus. Une sorte de cœur en plus. Donc, l'homme parfait. Donc voilà, il peut pas s'empêcher. J'ai failli passer à côté en me disant oui, bon, il raconte une histoire, ok, c'est bon. Et puis je me suis dit attends. Bien joué. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a une petite coquille parce que là c'est écrit en septembre de l'an 1911 et j'ai vérifié du coup dans la VO c'est bien 1911 et en fait c'est 1811. Marrant. Et c'est une coquille et Gaiman le dit, c'est qu'il a chopé ça dans une adaptation, si j'ai bien compris, dans une adaptation du texte original en version pour enfants et que du coup c'était pas exact. Ah merde. C'est trop drôle. Quand il s'en est aperçu, c'était trop tard. C'est marrant. Pour le coup, c'est pas très grave, mais l'anecdote est fun. Et voilà, donc voilà, comme toujours, des rêves imbriqués dans des rêves, des histoires imbriquées dans des histoires. C'est du Gaiman pur jus. Et on retrouve Hal qui rêve de son ex, non pas tel qu'il fut, mais tel qu'il aurait rêvé qu'il soit. Et ensuite, et j'ai envie de dire enfin, Rose qui atteint son état de grâce, j'ai l'impression. Enfin elle rêve. Elle sait qu'elle rêve, elle perçoit les rêves des autres, de tous les autres, et elle fait s'écrouler les parois entre les rêves. Oui.
Et en fait, elle se voit elle-même en train de rêver. Je trouve l'image assez forte et même la représentation là, elle est assez cool en fait. Il y a son visage au-dessus de son lit où elle est elle-même en train de dormir. Il y a un aspect de compréhension des choses qui est assez forte. J'aime beaucoup l'idée. Oui, et juste après, il y a la case en face où on voit une image de la maison sur laquelle chacun rêve, superposer les rêves de chacun à l'emplacement de leur appartement. Et elle est au-dessus de tout le monde. Elle est tout en haut. Du coup, comme si elle contrôlait, regardait tout en même temps en fait. Et donc d'abord, elle perçoit tous les rêves des habitants de la maison et on va nous expliquer qu'elle va percevoir les rêves de tout le monde. Elle déploie son esprit et donc là on tourne la page, on arrive sur une première double page incroyable où elle plonge dans, appelons ça un vortex. Ouais, elle est au centre, clairement. Au centre de la double page, dans un vortex, avec 4 cases qui semblent graviter autour d'elle en mode perdu elle-même, comme si les pages avaient été désaxées, quoi. Ouais, et elles sont tournées de façon à montrer qu'elles tournent dans le vortex. Elles sont absorbées en fait dedans. Et tous les rêves se mélangent eux-mêmes. Oui, et on voit les rêves se mélanger concrètement dans une des cases. On voit la Barbie du conte de fées se confronter au Ken de son rêve noir. Voilà, le Zelda et Chantal qui se retrouvent dans la même case. Donc voilà, il y a cette phrase et les parois s'écroulent. En fait, et on a enfin tout. Enfin, on a. Donc on nous dit qu'elle rentre et qu'elle perçoit et qu'elle mélange les rêves des habitants, mais que ça va au-delà, que ça touche tout le monde. Et on a une longue explication finalement de ce qui se passe et qui est intéressante, je vais vous la lire. Chaque esprit crée et habite un monde à lui. Chaque monde n'est qu'une infime fraction de la totalité qui forme le songe. Et elle, Rose, elle peut les toucher tous. Elle commence à les libérer, à les lâcher dans le flot. À travers la ville, des rêves se joignent et s'intègrent, changent ainsi les dormeurs à jamais. Et donc Morphée doit venir pour l'arrêter. En fait, c'est ça qui est dur à saisir. Il y a l'aspect de les rêves se mélangent et du coup tu n'as plus les mots. Ah, putain, c'est dur à comprendre. Quand tu rêves, tu crées un monde. Oui. Ce qui est très Dark Tower pour le coup. Mais quand tu rêves, tu crées un monde et du fait qu'elle casse les parois entre les mondes, du coup, les rêves vont commencer à se mélanger et à se lier. Et ça, si j'entends bien, à chaque fois que tu rêves, à chaque fois que tu fais ça, tu vas changer ta personnalité ou changer ce que tu es parce que tu vas être mélangé avec quelqu'un d'autre. En fait, on devient quelqu'un d'autre ou truc. C'est ça qui est pas clair. Ouais, c'est pas clair. C'est une espèce de côté comparaison un petit peu idiote, mais une espèce de côté Ghostbuster. Il faut pas croiser les flux. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut pas. C'est mal. Et c'est pas idiot, Ghostbuster. non, mais c'est voilà. Pourquoi il faut pas croiser les flux? Parce que c'est mal. Et donc à la suite il y a 2 doubles pages de Vortex. Donc dans la deuxième arrive Morphée pour dire il faut que je t'arrête, que c'est pas possible. Et du coup on revient dans la maison où les dormeurs s'éveillent après que leurs rêves se sont mélangés et Al va constater que Rose a disparu. Parallèlement en Angleterre, Unity, mourante, veut donner la maison de poupée, la maison de poupée physique, oui. À Rose. C'est ce qu'elle dit à Miranda, qui est à son chevet depuis l'attaque. Et à côté de ça, ensuite, on a Matthew qui va chercher Gilbert à l'hôpital. À l'hôpital, ouais. En fait, la représentation de la maison de poupée, il y a un truc très américain là-dessus, sur ce que ça représente. Enfin, il y a un aspect... je sais pas, c'est pas la première fois que et même dans des comics que la maison de poupée a une représentation, a une forte représentation de la vie réelle autour des gens. En fait, il y a un truc fort, je trouve. Oui, et qui revient de manière très très forte dans la conclusion, dans l'épisode suivant. Et donc dans la dernière scène de cet épisode 15 où on a Matthew qui va chercher Gilbert à l'hôpital, il se passe, il y a pas mal de choses qu'on apprend, en apprenant que Gilbert était un songe. Oui. C'était pas mal, c'était un lieu. C'était un lieu. C'est trop chelou. Est-ce que c'est là qu'ils le disent peut-être que j'avance trop. Peut-être qu'ils le disent après. Là, je crois que dans cette scène, on apprend juste qu'il était un songe.
Ah oui, j'étais un songe Il était un songe, donc on Différent. sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre. On comprenait. C'est lui qui avait fait en sorte que Morphée vienne sauver bien sûr, Rose des serial killers. Il connaissait Morphée manifestement, etc. Donc est un songe, un songe. On apprend aussi qu'au passage que Matthew était un homme avant d'être un corbeau. Et Matthew apprend à Gilbert que Rose est un vortex, et Gilbert s'en désole car cela ne peut signifier qu'une chose, que Morphée va devoir la tuer. C'est marrant parce que j'ai dû regarder dans les épisodes précédents, les issues précédentes du corbeau de Matthew, parce que j'étais en train de dire, me semble-t-il, quand dans la série on le voit que c'était un homme qui devient un corbeau. Parce que dans la série, le premier corbeau meurt, et du coup il en fabrique un autre avec une autre personne. Et du coup je suis en train de dire, est-ce que c'est que dans la série ou est-ce qu'on le voit aussi dans le comics? Et j'ai pas du coup tu me confirmes que non? Non, on le voit pas dans le comics, et on saura plus tard qui c'est, mais c'est plus un clin d'œil qu'autre chose. Je veux dire, c'est pas genre une révélation incroyable. Dans la série non plus, mais je sais que ils font cette transition de le premier corbeau meurt, alors je sais plus comment, et du coup il fait la proposition à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, et je peux le dire parce que ça n'a pas vraiment d'influence, et même je crois même que j'ai dû chercher pour le trouver, mais c'est en fait Matthew, c'est un personnage du Swamp Thing d'Alan Moore. Trop bien. Et un mec qui est pas cool d'ailleurs, et qui meurt à un moment donné assez tôt, mais on le comprend vraiment moi je l'ai pas compris uniquement en lisant le Sandman. C'est à un moment donné j'ai dû chercher des références et j'ai fait d'accord, c'est lui. Mais c'est marrant. Bon, il tisse des liens avec Alan Moore. Il y a 2-3 trucs comme ça évidemment. Déjà, qui n'aimerait pas faire ça? Déjà, rien que le fait qu'il ait fait un épisode avec John Constantine, et voilà. Et donc Gilbert, en cette fin d'épisode, est inquiet de savoir que Rose est un vortex parce que Morphée va devoir la tuer, et on apprend une des règles, parce qu'apparemment il y a clairement des règles dans le monde des infinis, pour protéger le songe. La seule fois où Morphée a le pouvoir de prendre une vie humaine, c'est une des règles. Ça, c'est marrant parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, il a tué personne depuis le début, et j'avais l'impression que oui, mais en fait non. Même quand il s'est échappé, y a pas eu j'ai pas l'impression qu'il est mort, et il a juste endormi les gens, il les a envoyés dans des cauchemars, mais c'est tout, quoi. Ouais. C'est assez intéressant. J'ai eu c'est fou. C'est intéressant. Je pensais qu'avec sa force, son pouvoir, ça aurait été plus logique, mais en fait non, on est vraiment sur le respect de la vie humaine. C'est plutôt pas mal. Enfin, suivant certains épisodes, messieurs dames. Ouais, il est quand même à géométrie variable à ce niveau-là. Et donc on arrive au numéro 16, Cœur perdu. Dernier épisode, conclusion très, très chargée de l'arc de la maison de poupée. Voilà, là, c'est la grande confrontation entre Morphée et le vortex rose. Et Morphée va-t-il donc la tuer? On les découvre donc dans le paysage des rêves, c'est très onirique. Elle est drapée, lui aussi, il flotte dans une espèce de désert. Trop bien. Et ils ont une grande discussion, et surtout Morphée lui explique qu'il doit la tuer. Qui a pas le choix. Et à côté de ça, on a Gilbert accompagné de Matthew qui est de retour dans le songe. Il espère pouvoir aider Rose, mais craint que non. Et c'est là où il y a ce que tu disais, la révélation de qui il était, ou plutôt de ce qu'il était, puisque c'était un lieu. C'était le lopin du Ménétrier. C'est trop bien. C'est marrant ce concept, parce qu'on n'arrive pas à le... Enfin, on le comprend sans le comprendre, quoi. En fait, c'est le fait que ce soit un lieu, ça veut dire... Enfin, il y a une forme de conscience d'être un lieu. Qu'est-ce qu'un lieu? En fait, c'est une forme de multiconscience du lieu. Enfin, si on considère que chaque plante est consciente, que chaque animal est conscient, et ainsi de suite, t'as l'impression de dire c'est une conscience multiple qui est réunie en une seule personne. Donc, il y a un aspect un peu chelou là-dedans. Mais pareil, c'est très onirique, c'est stylé de ouf. Et et puis ça rattrape, enfin, pas ça rattrape ici, mais ça rattrape un fil qui avait été lancé au tout début de l'arc de la maison de poupée, qui était que lors du recensement à l'intérieur du songe,
tout début, ça remonte pour nous en plus, comme on a mis du temps à plusieurs mois. On nous avait dit qu'il y avait trois arcanes, 3 songes qui avaient quitté, qui s'étaient échappés du royaume pendant du coup c'est le dernier effectivement. Voilà, et donc il y avait Brut et Globe qui ont été récupérés dans l'esprit de Jed. Il y avait le Corinthien bien sûr qui a été récupéré dans l'épisode sur les tueurs en série, et le 3e c'était le Lopin du Ménétrier dont on ne savait rien, dont on n'avait plus entendu parler, et en fait il était là depuis le début. C'était Gilbert. À noter que contrairement aux autres songes, Morphée il était très surpris que que le Lopin du Ménétrier s'en soit allé. Il avait confiance en lui, il était étonné qu'il ait fait ce choix de fuir le songe. Et c'est bien qu'il y ait eu un côté de fuite, mais pas pour faire le mal. Non. Parce qu'on a les 2 premiers étaient plutôt dans ce sens-là, et lui il a juste envie de vivre à travers les humains, les voir évoluer comme eux et ainsi de suite. Donc c'est un côté très, très beau quoi. Et alors je vais insérer une petite note. Que j'ai depuis des mois en réserve, parce que je voulais pas te spoiler que c'était le Lopin du Ménétrier. Donc Gilbert, il a un physique... le physique de Gilbert n'est pas choisi au hasard. En fait, il s'inspire, comme toujours, de quelqu'un qui existe. Neil Gaiman a demandé à son dessinateur de le dessiner sur le modèle d'un auteur, une fois de plus, qui s'appelle J.K. Chesterton. C'est un journaliste, biographe, apologiste du christianisme. Wow. Il a écrit des livres comme l'Orthodoxie, L'Homme éternel. Il a contribué à la conversion au christianisme de Lewis, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. À côté de livres donc sur le christianisme, sur l'orthodoxie, très, 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 très fourni. Il a aussi écrit des romans policiers dont l'enquêteur était un prêtre, c'était le père Brown. Et une fois de plus, un peu comme l'auteur qu'on citait dans l'épisode précédent, Chesterton, même si nous, grand public, on le connaît pas vraiment, eh bien en fait, c'est quelqu'un qui a été encensé par Hemingway, par Kafka, par Gabriel Garcia Marquez, par Tolkien, par Paul Claudel, par George Orwell, par Agatha Christie, par Orson Welles et bien sûr par Neil Gaiman. Donc voilà. Le mec se place là quoi. Voilà. Ok. Et c'est marrant, tu vois, c'était alors que du grand public, moi, j'ai absolument jamais entendu, inconnu. Mais pour tous ces gens-là que je viens de citer, ce mec-là est important et fondamental etc. quoi. Donc c'est une façon pour Neil Gaiman de l'intégrer à son récit, de lui faire une forme d'hommage. Ouais, voilà, j'ai une citation de Gaiman qui dit « Le Lopin du Ménétrier est un lieu désincarné, pas une personne. Aussi, pour qu'il puisse se balader, il avait besoin de se fabriquer un corps. J'aimais l'idée qu'un rêve en fuite copie une personne qui lui plaisait, plutôt que d'avoir forcément l'originalité de se créer un personnage de toute pièce. » Oh là là, c'est un stylé, putain. Donc, oui, ça va même plus loin. C'est que d'après cette phrase de Gaiman, c'est dans l'univers du Sandman, Chesterton existe et le Lopin du Ménétrier l'aime bien et a choisi de prendre son image. Ouais, c'est tellement cool. C'est comme toujours, c'est sans fin, des tiroirs des tiroirs dans des tiroirs. Non mais c'est fou quand t'es auteur de pouvoir se faire plaisir sur des détails qui vont parler à 1% de tes lecteurs parce qu'ils vont chercher la ref quoi. Mais ça fait plaisir quoi. Il y a un truc de wow. Donc ouais, Chesterton, moi du coup il m'intrigue, l'orthodoxie, l'homme éternel et puis ces romans policiers avec un prêtre en enquêteur, ça doit être intéressant. Okay. Et on arrive à une page d'explication quoi. Oui, tout simplement. Ouais. Voilà, avec le vortex. Et je pense que le plus simple, plutôt que de paraphraser, c'est de vous la lire. C'est un peu long, mais comme ça, au moins, on aura toutes les infos. Donc Morphée qui parle. Une fois par ère se produit un vortex. Moi-même, j'ignore pourquoi. Un mortel qui, brièvement, devient le centre du songe. Le vortex, par sa nature, détruit les barrières entre les esprits qui rêvent, détruit le chaos ordonné du songe, jusqu'à ce que la myriade de rêveurs soit prise en un rêve immense, que tous les rêves ne fassent qu'un, alors le vortex s'effondre sur lui-même et puis disparaît. Il emporte avec lui l'esprit des rêveurs, cause au songe des dégâts irréparables, il ne laisse que des ténèbres. Une de mes fonctions vise à empêcher que ça se reproduise. Demande Rose, c'est arrivé une fois. Un monde a péri, Rose Walker, il y a des airs, à un demi-univers d'ici. J'ai failli à mon devoir,
tout un monde a péri, ça n'arrivera plus jamais. Bon là, ça pose le truc. Alors c'est un peu, je vous mets ça là, on est dans le dernier épisode, au dernier moment, pour que vous compreniez bien la gravité du truc, je vous le balance. Ouais, moi c'est là où je me dis que ça vient tard. En fait, t'as vraiment ce truc de... mais en fait, je pense qu'il essaye de mettre en équilibre le fait de je vais devoir tuer une jeune fille qui a rien fait dans sa... Enfin, qui est pour rien dans tout ça. Et je vais pour sauver effectivement un univers entier, et le fait qu'il parle d'un univers qui a déjà péri, je trouve ça intéressant parce qu'on parle du coup pas des humains mais forcément de quelque chose d'autre, quoi. Et c'est très juste ce que tu dis, enfin c'est très juste, Georges, c'est très juste. Enfin, moi j'ai remarqué aussi dans toute la séquence déjà là et même dans la suite, il y a un truc intéressant je trouve dans l'attitude de Morphée durant tout cet épisode. Où il est un peu plus humain que d'habitude. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'enjeu qui est la destruction d'un univers, quasiment, d'un monde, etc., on l'a connu extrêmement froid, et on pourrait imaginer que juste il exécute Rose sans se poser de questions, quoi. Or, il n'arrête pas de dire qu'il va le faire, mais il repousse sans arrêt. Ouais, il explique. Je pense qu'il veut expliquer son geste, en fait. On sent qu'il a de l'empathie pour elle, et on sent qu'il voudrait qu'elle accepte. Et il va répéter, là, il l'a pas encore dit là, mais ensuite il va le répéter à plusieurs reprises. Je suis désolé, je regrette, je suis désolé, je regrette, jusqu'à un moment où c'est même elle qui va dire bon bah ça va d'être désolé, maintenant faites ce que vous avez à faire, il y en a marre, quoi. Et du coup cette empathie qu'il a pour Rose, c'est un peu nouveau, quoi. Ça vient très de la mort, en fait, de son passage avec la mort qui trouve de l'empathie dans le fait d'emporter les âmes, et je pense que ça vient de là en plus du fait que je pense qu'il doit se rendre compte qu'elle y est pour rien, en fait, elle est vraiment qu'une conséquence d'une équation qui est bien au-dessus d'elle, quoi. Oui, mais du coup ça se pose en contraste très intéressant avec le Morphée d'avant sa captivité, quand l'attitude absolument atroce qu'il a eu avec la reine comment elle s'appelait, Nada, où il était très froid, très touché, en fait, et d'une intransigeance absolue, d'une injustice même absolue. Mais il était blessé, en fait. Il y a un côté de amour blessé aussi, tu vois, donc très humain aussi là-dedans, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'humain finalement dans le côté je suis très blessé, et là voilà, face à Rose, il est dans cette empathie qui fait qu'il retarde le moment, comme si peut-être au fond de lui il espère que quelqu'un va finir par lui apporter une autre solution. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc oui, il continue à aller. C'est là qu'il lui dit d'ailleurs, pour une des premières fois, parce qu'il dit si tu meurs, tu pourras rester dans le songe. On a vu que ça arrive à d'autres. Elle dit je veux pas mourir. C'est là que pour la première fois il dit je regrette Rose. Il a même une hésitation. Je regrette Rose. Il le dit au début. Hein. Il le dit à la deuxième page. Il dit Ah oui, c'est vrai. C'est déjà la deuxième fois qu'il le dit. Oui. Non, c'est pas trop une excuse. En fait, c'est elle qui dit un truc et lui dit non, je suis désolé, t'as tort. Oui, c'est pas exactement le premier, je regrette, je suis désolé, il vient là, et même dans son attitude physique, on sent que c'est sincère. Tu sens que c'est lourd, c'est lourd de conséquences. Et que finalement, ça lui ressemble pas, cet élan d'empathie pour une humaine, et du coup, c'est intéressant. Et c'est à ce moment-là que Gilbert arrive. Il espère s'interposer. Et c'est là qu'on a une explication. Il se retrouve, quoi, donc le pain du ménétrier, et Morphée va lui demander pourquoi es-tu parti. Je comptais sur toi, j'avais confiance, tu étais si stable, tu étais le cœur du songe. Et la réponse: je suis parti par curiosité, par lassitude. La vie d'humain a une substance dont je n'avais jamais rêvé dans le songe. Les petites victoires, les infimes défaites, j'avais mes raisons, mais peu importe tout cela, cette fille, Rose Walker, sire, j'offre ma vie contre la sienne. Malheureusement, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Cette fille doit mourir pour que survive le songe, et je regrette. Je suis désolé. Je suis désolé. Petit passage en Angleterre où Unity est en train de glisser vers la mort, et elle cède au sommeil et elle commence à rêver. De retour dans le songe, le lopin du ménétrier fait ses adieux à Rose. À noter, il y a je trouve une très très belle image au sommet de la page, juste après le début du rêve d'Unity, où il y a Rose appuyée sur la poitrine de Gilbert en contre-plongée, et ce dessin
Et c'est comme s'il avait été travaillé un peu plus en profondeur. Il a plus de traits, plus de détails. Ouais, il y a une forme d'ombre sur elle et Gilbert qui essaie de la protéger ou qui essaie de prendre soin d'elle en fait. Et c'est très très beau. Et donc ils se disent adieu. C'est un moment assez touchant. Et on voit le Lopin qui reprend sa place. Et c'est assez sympa, c'est que tout d'un coup, ils sont dans cette espèce d'Éden. On avait le fond des casques qui était essentiellement occupé par du blanc. Ouais. Et ensuite, Gilbert, le personnage humanoïde Gilbert, disparaît. Et boum, on se retrouve dans un endroit avec des montagnes, une forêt, une cascade. Ah ouais, c'est le Lopin du Ménétrier. C'est incroyable. C'est Gilbert. Qui fait une belle fin, en fait. Enfin, qui fait un bel endroit pour mourir, j'ai envie de dire. Oui, c'est une belle fin. Et on constate que pareil, Morphée, alors que Morphée ne le punit pas. Oui. Alors il avait été intransigeant avec les autres, mais les autres en plus ils avaient fait de la merde. Mais on avait quand même l'impression que le simple fait d'être sorti du songe, ça a impliqué un châtiment. Et en fait non, on est quand même dans un moment où je trouve où Morphée fait preuve de clémence. Ouais, en même temps, il a autre chose à gérer qui est plus fort pour lui et sur lequel il doit travailler sur le fait de tuer une fille. Ouais. Je pense que ça joue pas mal. C'est le travail. Et Morphée dit une fois de plus, je regrette. Et il s'approche d'elle. C'est là que même elle dit merde. Il commence sa phrase par je suis désolé. Et il dit un truc et il finit encore une fois par je suis désolé. Il insiste quoi. Ouais, c'est vraiment. Et à tel point que même elle, ça l'agace. Ouais. Oh ta gueule, vas-y, juste fais-le quoi. En français, on a mais merde, allez-y quoi. Arrêtez de vous excuser, faites ce que vous avez à faire. Et là, il s'approche d'elle. Peut-être enfin, il la prend. Il a sa main autour de son cou. Est-ce qu'il va l'étrangler? Qu'importe. Car on a une nouvelle intervention et cette fois-ci c'est Unity toute jeune, toute son apparence de jeune femme qui vient s'interposer et qui va résoudre tout le problème. Elle explique qu'elle offre sa vie à la place de celle de Rose. C'est impossible, dit Morphée comme toujours, mais Unity explique que c'est elle qui aurait dû être le vortex, oui. Qu'elle aurait été si Morphée n'avait pas été captif loin du songe, et que donc elle veut reprendre sa place de vortex original, j'ai envie de dire. Elle demande donc à Rose de lui donner son cœur. Rose ne comprend pas, mais elle le fait. Il y a un côté... c'est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'Unity lui dit « Non mais Rose, tu rêves, tout est possible, fais-le ». Et donne-moi ton cœur. Donc effectivement on a cette image où Rose entre sa main dans sa poitrine, en sort son très Indiana Jones. Ouais, ça fait très très Indiana Jones. Et donc elle en sort le cœur qu'elle tend à Unity. Cœur rouge de cristal, incroyable. Ouais, qui rappelle le rubis finalement. Ouais. Du cristal rubis plutôt. Le cristal rubis. Et donc Unity s'empare de ce cœur, devient le vortex et meurt. Alors elle prend le cœur, elle le brise en deux. Oui. Il y a vraiment l'effet, il est fort. Et il y a 6 cases derrière que j'arrive. Ah oui, d'accord, oui, non, pardon, que j'avais pas saisi correctement avant. Où on la voit dans le monde réel sur son lit se relever, crier, mais mourir. Et c'est en silence complet, quasi. C'est assez beau, je trouve. Oui. Alors après, voilà, on est vraiment dans le. Comme on est dans l'onirique. Enfin, Gaiman, comment dire, il se permet des choses. Il n'a pas besoin de. Enfin, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans du fantastique. Je sais pas comment dire. On peut énoncer des règles. Alors, des fois, c'est un peu. J'énonce les règles quand ça m'arrange, mais. Ouais, ça fait un peu de Deus Ex, quoi. C'est que tout d'un coup, cette histoire de Unity qui aurait dû être le vortex, mais qui ne l'a pas été à cause du fait que Morphée, à ce moment-là, était en captivité. Ok. C'est vrai parce qu'on nous le dit, quoi. Oui, bien sûr. C'est eux qui donnent les règles. Mais on comprend pas en quoi on n'a aucune explication en quoi le fait que Morphée était en captivité a empêché à Unity de devenir un vortex. Parce que les gens ne rêvaient plus. Il y avait ce truc de... ils étaient dans un sommeil éternel. Et ouais, c'est un peu... Oui, c'est un peu on fait ce qu'on veut. Ouais, c'est un peu le ta gueule c'est magique, quoi. c'est un peu ça. Et tu vois, c'est ce passage-là que je trouve un peu trop anti-climax de... Ça prend du temps pour arriver au moment où on veut tuer Rose et mettre fin en fait à ce problème. Et il y a vraiment ce truc de ah bah non, en fait, attendez, c'est moi.
En fait, hey, j'enlève mon masque, c'était moi qui devais mourir. Et boum, c'est fini quoi. Bon, après, il y avait le côté, même dans la série, à aucun moment, je pensais que Rose allait mourir. J'avais aucun doute sur le fait qu'ils allaient trouver une solution annexe en fait du truc. Et là, je pense que même en lisant, j'aurais pas eu un seul doute sur le fait que ça traîne un peu, qu'il y ait vraiment cette explication sur machin qui va. J'aurais aucun doute que ça se finisse bien entre guillemets quoi. Là, t'as une vieille personne qui doit mourir, qui meurt. Bon bah ok, c'est fait quoi. C'est pas très grave, tu vois. Et donc après la mort de Unity qui du coup est toujours dans le rêve, hein, en tant que, je ne sais pas, en tant qu'âme désincarnée, elle reste dans le rêve. Et là-dessus, Morphée dit à Rose qui ramènera qui ramènera Jed, son frère, et il la renvoie dans la réalité avec la meilleure des phrases possibles pour ce genre de choses, qui est « et elle se réveilla ». Et là, saut dans le temps. Ouais. Saut dans le temps pour un assez long épilogue, en fait, en 2 parties, un double épilogue. Ouais, l'épilogue de Rose, il m'a un peu lourd. Ok, donc cet épilogue, on va le traiter. Donc le texte nous dit qu'on est 6 mois plus tard. On retrouve une Rose déprimée, choquée, complètement. qui habite avec Miranda et Jed dans une grande maison, mais c'est plus la même, c'est une maison à Seattle, ils sont plus en Floride. Ils ont hérité une fortune d'Unity. Elle a d'ailleurs aussi hérité, on le voit dans une des cases de la maison de poupée, dans la première case. Voilà, on apprend qu'elle reçoit une lettre de Hal qui lui apprend qu'il a vendu la maison. On a des nouvelles des autres occupants de la maison. Ken et Barbie se sont séparés. Ken a une nouvelle compagne qui est Barbie en plus jeune. Barbie a viré Zarb. Elle est partie habiter chez des amis à Manhattan. Et les femmes araignées, Zelda et Chantal, ont acheté la maison de Hal. Et il dit que Zelda lui aurait parlé un jour. Parce que Zelda, elle parlait jamais, il n'y avait que Chantal qui parlait. Au passage, il y a un livre en évidence. Du coup, j'ai cherché Empire of the Senseless, parce que Rose nous dit qu'elle lit beaucoup, et il y a dans une des cases, dans la 6e case, un livre qui est vraiment au sommet de la pile. On voit bien son titre, alors j'ai cherché quand même. Empire of the Senseless, c'est un roman de 1988 de Cathy Hacker, née en 1947, décédée jeune en 1997, qui était une poétesse, romancière, essayiste, militante, féministe américaine. Et Empire of the Senseless, c'est un roman post-apocalyptique qui se passe dans un Paris dévasté. C'est une critique radicale de la société patriarcale. Et voilà, Cathy Hacker était une personne très à la pointe de tout ce qui était la question de l'identité de genre. Elle disait: nous n'avons pas de clé pour affirmer ce qui est masculin ou féminin, ou s'il y a des genres intermédiaires. Enfin voilà, donc pour l'année où sort le... Enfin, les Américains et les Anglais ont toujours été en avance sur ces questions, quoi. On le sait déjà, enfin on l'a déjà vu dans le peu qu'on a exploré du Sandman, mais rien que le personnage de Désir qui n'a pas de... qui n'a pas de genre du tout. On ne peut pas définir le genre. Donc voilà, et donc ce livre était sorti en 88, donc il était récent, et donc en 90, Gaiman le place, le place dans son œuvre, voilà, comme une référence. Du coup, le livre d'en dessous aussi, Sleeping in Flame, aussi est sorti en 88 pour le coup. Alors celui-là, j'ai pas cherché. Du coup, je viens de le faire parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait ça en dessous. C'est un livre de fantasy de 88 aussi. Ah bah cool. C'est vrai que oui. Quand j'ai fait le premier, j'étais très en retard. Non, mais en vrai, il faut le premier attire toute l'attention en même temps, donc c'est logique. Voilà, Rose ne sort de sa chambre que pour manger. Gilbert et son amie Judy lui manquent. Et Judy, c'est qui ? Judy, c'est la jeune femme qui est morte dans le dîner. C'est encore un lien. Oui. Et elle était au téléphone avec Rose à un moment donné dans la scène. Elle parle du fait qu'elle s'est séparée ou disputée avec sa compagne. Oui, c'est ça, oui. Et la personne à qui elle parle au téléphone, c'est Rose. Putain. Donc Rose, elle avait déjà mis un pied dans l'histoire de manière extrêmement discrète avant même qu'on la découvre. Il y a vraiment quelque chose dans cet arc de conclusif sur tout en fait, sur tout ce qui a été amené depuis le début. Rose ne se souvient pas bien du rêve de la nuit de la mort d'Unity et du rétablissement de Jed, mais concernant son rêve, surtout elle se dit: s'il était vrai,
mon rêve, alors rien n'a de sens. Si mon rêve était vrai, alors tout ce que nous savons, tout ce que nous croyons savoir est faux. C'est un tremblement de réalité. C'est la prise de conscience que peut-être le monde n'existe pas et que peut-être le monde lui-même est un rêve et juste un aspect du songe. Ouais, c'est ce qui fait que les rêves nous échappent au réveil en fait. Il y a un peu cet effet de tu t'en souviens pas trop, il y a un côté intense quand tu le vis entre guillemets. Mais du coup quand tu te réveilles, il s'échappe petit à petit. Et du coup, tu as une photo de Gilbert Oui. qui est du coup j'imagine plus l'écrivain en question. Qui est la vraie photo de J.K. Chesterton. Ah bah voilà. Et elle continue donc sur le fait que rien n'a de sens. Et là, je vais lire. Je trouve très intéressant parce que finalement, c'est une des clés de cette histoire. J'ai l'impression dans ce long texte. Donc c'est toujours Rose qui parle. Cela signifie que le monde est à peu près aussi solide et fiable qu'une couche d'écume à la surface d'un puits d'eau noire qui plonge sans fin. Et il y a dans ces profondeurs des choses auxquelles je ne veux même pas penser. Ça signifie que nous ne sommes que des poupées. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe réellement. Nous nous imaginons que nous contrôlons notre vie alors qu'à une feuille de papier de là, des choses qui nous rendraient fous si nous y réfléchissions trop jouent avec nous, nous déplacent d'une pièce à l'autre et nous rangent le soir quand elles sont fatiguées ou qu'elles s'ennuient. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, finalement, il nous dit la maison de poupée du titre. C'est pas la maison de poupée, le jouet de Unity. C'est l'univers. C'est l'univers entier. Notre planète en tout cas. J'ai envie de dire, c'est notre réalité. Quoi. Ouais. Cette idée que notre réalité est juste l'écume, une couche d'écume à la surface d'un puits d'eau noire où il y a des... Enfin voilà, nous sommes des poupées, nous existons. Enfin, c'est comme si ça rendait l'existence même à la limite de l'inexistence. Je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est le grain de sable. On est le grain de sable dans l'univers en fait. Oui, c'est vraiment du... On est tellement infiniment petit dans un monde tellement grand qui est infini que c'est toujours pareil quoi. Mais moi ça me mindblow toujours cette distanciation que tu peux avoir finalement avec le monde quoi. Mais enfin finalement après 6 mois à ruminer cette nuit-là, Rose décide que ça suffit, elle change de coupe de cheveux et sort enfin prête à vivre à nouveau. Et elle dit mon rêve, mon drôle de rêve, c'était juste un rêve, c'est tout. Juste un rêve. Mais ce qui m'a... Je sais plus où, c'était trop long pour rechercher, mais je sais qu'il y a un moment donné, et je crois que c'est dans le premier chapitre de La Maison de Poupée, que Rose dit à Morphée, ou quelqu'un dit à Morphée, c'était juste un rêve, et Morphée répond, ce n'est jamais juste un rêve. et donc finir toute cette gros truc, cette grande action sur c'était juste un rêve, c'est tout, ça renvoie à cette phrase qui disait non mais c'est jamais juste un rêve. En fait c'est énorme. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et donc il nous redit et elle se réveilla. Et tiens, ça va peut-être avec avec ta petite frustration parce que la dernière case de cette partie là donc et elle se réveilla. C'est juste la pire voilà. Des fins. Et elle dit vous savez j'ai toujours détesté les histoires qui finissent comme ça. Je m'estimais flouée. Alors, est-ce que c'est ce que tu ressens, Vétériel ? Il y a un peu cet effet de... La deuxième partie de cette issue, où on a vraiment l'explication finale est plus intéressante. Là, en fait, le fait que Jed et Rose, pour moi, il n'y a jamais eu de danger vraiment qui planait sur eux, mais c'est la narration qui nous fait croire ça. Pour moi, il y a ce côté, ok, ils finissent bien, elle est riche, elle a son frère, tout va bien, c'est le grand conte de fées. Et je suis en mode, ok, d'accord, j'accepte, mais du coup, c'est pas le genre de fin que j'aime. Il y a un côté, très Deus Ex Machina qui fait que tout se résout. Allez hop, c'est bon, regardez, on a la solution parfaite, c'est trop bien. Et je suis pas très fan de ça, alors qu'il y a une complexité en amont de la narration qui est folle, quoi. Et qui te donne cet effet de ça va se finir un peu en peau de chagrin. Non, pas du tout. Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore, pardon. Là, clairement. Il reste la deuxième partie, le deuxième épilogue. Qui est incroyable. Et c'est où on va avoir encore les ultimes explications qui nous manquent. C'est le songe se rend dans la forteresse du désir et va le confronter. J'en profite au passage, avant de rentrer dans cet épilogue, pour souligner qu'il y a une construction sur l'ensemble de l'arc, il y a une construction en miroir qui est assez intéressante si tu regardes les issues. Si tu prends comme cœur du récit les hommes de bonne rencontre,
et la Syrie finalement, qui sont un peu au centre. Et en fait, autour, il y a une espèce d'effet miroir, c'est-à-dire que le tout premier épisode commençait par désir dans sa forteresse, et la toute fin, c'est on retourne sur la forteresse, etc. Ensuite, on avait Rose qui rêvait, il y avait aussi des planches qui partaient dans tous les sens en forme de vortex. Et si on remonte depuis la fin, et ben juste avant, on a eu les planches en forme de vortex. Et donc, il y a vraiment une espèce de construction symétrique sur l'ensemble de l'arc. C'est fort. D'accord, ok. J'avais pas tilté, mais ouais, c'est assez impressionnante. Et donc après. Pour nous, en plus, comme on a mis du temps cette année pour le traiter, après tous ces mois où on a démarré dans la forteresse du désir, on y revient à la fin, à la conclusion de cet arc. Et là, on va apprendre beaucoup de choses. Alors, juste, Morphée se rend dans la forteresse, il prend un cœur en cristal pour le faire. C'est juste l'anecdote de c'est ce qui a résolu la situation, quoi. Et Morphée donc accuse le désir d'avoir manipulé les événements pour que Morphée commette l'irréparable. Ouais. À savoir prendre la vie d'un être de son sang. Mais alors là, on dit, mais comment ça de son sang ? De son sang. Et c'est là qu'on nous révèle finalement la question qui est posée depuis l'épisode 1. Qui était le père, on va dire, le génitrice de Miranda, de Miranda. Ah oui, de Miranda, de la mère de Rose, oui. De la mère de Rose, qui a mis enceinte, qui a violé concrètement, qui a violé Unity pendant son sommeil. Et bien, c'est le désir. Oui, bien sûr. Et donc le désir serait le grand-père-grand-mère de Rose, puisqu'il a mis Unity enceinte pendant son sommeil. Et donc et on apprend finalement une nouvelle règle, on apprend que si Morphée avait tué Rose, il aurait donc tué quelqu'un de son sang, et que manifestement dans les règles qui régissent les infinis, c'est quelque chose d'impossible, d'irréparable, d'inconcevable qu'il tue quelqu'un de leur propre sang. Ce qui montre quand même la haine fondamentale du désir face à Morphée. Il ferait vraiment tout pour l'abîmer au sens... Enfin, l'abîmer, le plonger dans l'abîme. Ouais, ce conflit est incroyable. Il est tellement pensé à long terme que ça en est magique, quoi. Donc Morphée menace le désir, s'il se joue encore de lui. Il oubliera qu'il est de la famille. Ce qui est assez drôle, finalement, puisque le désir a voulu lui faire commettre l'irréparable en lui faisant blesser, tuer quelqu'un de son sang, et l'autre lui dit, si tu continues à essayer de m'avoir, je vais te faire du mal, je vais vraiment te tuer. Mais surtout, il y a un passage thématique que j'ai trouvé très intéressant et qui fait écho à ce que vient de dire Rose sur les humains, sur la réalité. C'est Morphée qui dit, retiens ceci, nous autres infinis sommes les serviteurs des vivants. Oui. Nous existons parce qu'ils savent au fond du cœur que nous existons. Ça, j'ai trouvé ça fou. Ça, c'est fou. Et puis, ils deviennent eux-mêmes, je crois qu'il utilise quelque part le terme de jouet, ils deviennent eux-mêmes finalement des poupées de la maison de poupées cosmiques. Quoi. Il y a encore une fois une mise en abîme ou un miroir ou une symétrie, comme tu le disais tout à l'heure. Au début, on pense que ce sont des dieux ou au-delà des dieux, parce que c'est vraiment des concepts. Et en fait, ces concepts n'existent que parce que des personnes peuvent les inventer ou y penser. Et c'est vraiment un miroir de notre propre réalité, quoi. C'est incroyable. Ouais, bah oui, on peut pas dire mieux, mais vraiment, mais quand il réfléchit, ça donne le vertige. Ouais, non, mais clairement, parce que tu penses effectivement aux humains qui sont les jouets des infinis, et ensuite on nous dit que mais les infinis existent parce que les humains existent, et donc finalement ce sont eux qui sont leurs jouets d'une certaine façon. Enfin bon, bref, sans l'un, l'autre n'existe pas, et qui contrôle l'un, enfin ou l'autre, quoi. Il y a vraiment cet effet de c'est une boucle, quoi qu'il arrive, dès que tu la brises, c'est fini. Et j'aime bien le fait qu'il derrière il nomme tous, je sais pas s'il y en a tous, mais tous les Endless en parlant de Despair, Delirium, Desire, Death, Destiny, tu vois, t'as vraiment tout le... Mais, sauf erreur, Delirium, délire en français tout simplement, c'est la première fois qu'il est mentionné. Oui, en fait il faisait un sous-entendu la première fois que Desire discutait avec Despair, il y en a un membre qui est un peu parti en couille et par logique c'est délire, quoi. Et ça devient logique quand je le lis tout de suite, mais c'est marrant. Et en fait il y a l'impression, en vrai, t'as deux fronts, en fait. T'as Despair et Desire qui est d'un côté qui veut tout détruire, impression qu'ils veulent détruire les gens, en fait, ou qu'ils veulent détruire les Endless. Il y a un truc derrière tout ça, et t'as les autres, t'as Destiny, Dream et Mort.
À ce stade, on en connaît 6, sauf erreur. Délire, Desire, Despair, Dream, Destiny et Death. Voilà, c'est ça. Et comme la règle, c'est que ça va commencer par D, je me dis que il n'y en a pas 1000, quoi. Il n'y en a pas 1000. Il est plus ou moins mentionné dans la dernière planche. On ne sait pas son nom, mais le désir dit... Le désir refuse en bloc ce qu'a dit Morphée. Ouais. Et il dit qu'il n'admet pas cette idée qu'ils soient les jouets des êtres humains. Les êtres humains sont des créatures de désir, ils se tordent et se plient à mes vœux. Si je pensais autrement, je me briserais comme le délire, ou j'abandonnerais mon royaume comme notre frère perdu. Oui. Tu vois, du coup, je pensais que c'était délire, mais du coup, non, effectivement. Non, dans la construction de la phrase, c'est très clair. Ouais, je l'ai lu rapidement, je pense. Parce que comme la première discussion qu'elle avait eue avec Disper, il parlait déjà de lui, du coup, c'était pas délire alors. Il parlait pas de délire, il parlait des. Et donc oui, donc c'est la fin une fois qu'il est resté tout seul comme le désir, rejette en bloc tout ce que Morphée lui a dit. Morphée parti, le désir rejette en bloc ce qu'il lui a dit et le désir sourit et oublie car le désir est créature de l'instant. Et le désir parcourt les voies infinies de son corps. On rappelle que sa forteresse est à l'image de lui-même. Fort. Certains qu'il, elle ou ça contrôle seul son destin. Unique habitant du crépusculaire royaume du désir, ça ne se voit pas comme une poupée, jamais comme une poupée. C'est tellement fou ce désir qui parcourt son propre corps. Ce que tu ressens quand tu as du désir pour quelque chose, quelqu'un, ça transporte, enfin tu as des sensations dans tout ton corps, quoi. C'est incroyable. Précision de narration. Ouais, il est fort. Donc on est arrivé à la fin de cet arc immense qui conclut des choses qui ont été posées quand même dès l'épisode 1 avec Unity, la grossesse de Unity, toutes les conséquences de la captivité. Encore une fois, été... je sens que c'est pas la seule fois où on fera des conséquences de captivité. Qu'il y en aura d'autres, des moments où on en fera parler. Un truc. Je te vois réfléchir. Donc, ouais. Mais en tout cas, là, en tout cas, il y a vraiment une sensation d'avoir fini un gros bloc, quoi. Ouais. De toutes les conséquences de la captivité, les songes échappés, etc. Ça nous a posé quelques nouvelles règles, hein, le fait qu'ils ont le droit de tuer des humains dans certaines conditions, le fait qu'ils n'ont pas le droit de tuer des gens de leur sang. En parenthèse, ça nous apprend en parenthèse qu'ils peuvent se reproduire avec des humains au passage. Hein. Oui, au final. Voilà. Ce qui paraît cohérent. Et puis ça nous montre et ça nous met en évidence la rivalité extrêmement violente et mortifère entre le désir et Dream. On a plus ou moins l'impression que ça reviendra certainement plus tard. Oui, c'est ce qu'il y a un sous-entendu fort là-dedans. Voilà. Oh là là. Donc pour le coup, là, on n'est pas loin de la fin de la série, parce qu'effectivement, derrière, il y a encore 2 épisodes. Série télé, ouais. Il y a Calliope et le truc avec les chats, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et je crois qu'il y a un autre truc que non, il y a 3 épisodes qui restent là-dedans. Ah, j'ai un doute. Parce que moi, comme j'ai l'édition française, elle n'est pas découpée exactement pareil. Ah oui, on n'a pas la même pareil. chose. Bon, on verra, c'est pas grave. Mais du coup, de mémoire, il reste 2 épisodes dans la série qui sont traités là-dedans. Et après, je serai vierge de toute connaissance de Sandman. Très bien, c'est parfait. On finit la saison en finissant l'arc. Ouais. Et la saison prochaine, on continue. Ah, avec plaisir. À bientôt. Fin de transmission.